Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est un homme politique heureux puisqu'il fait partie de la garde rapprochée de Valérie Pécresse qui sera donc la candidate des Républicains à l'élection présidentielle de l'an prochain. Bonjour Philippe Mouillet. Oui, bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres et secrétaire départemental de votre parti politique. C'est vrai, vous êtes heureux ou est-ce que le plus dur commence finalement ? Je crois que c'est une étape importante. Et donc, comme il y avait quand même beaucoup d'interrogations, beaucoup de suspense, forcément, aujourd'hui, heureux du résultat. Mais c'est une étape parce que maintenant, il reste le plus difficile, aller jusqu'au bout pour la victoire. Est-ce qu'on peut dire que vous faites partie de la garde rapprochée de Valérie Pécresse ? Alors, je ne sais pas ce qu'on met derrière cette définition. Disons que je la connais depuis longtemps. Je suis à ses côtés depuis 4 ans, le début de Libre, son mouvement politique. Et donc, forcément, j'ai une certaine proximité et donc je l'accompagne pour beaucoup de dossiers, d'initiatives. Voilà, donc relativement proche, oui. Une proximité qui fait que vous avez été désigné hier trésorier de la campagne de Valérie Pécresse, un poste sensible au vu des dernières affaires des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas dû se bousculer au portillon pour avoir ce poste. Non, mais ça fait partie, c'est une marque de confiance. Donc à partir de là, j'apporterai mon sérieux et le suivi dans cette campagne. Au-delà d'une dimension plus politique à travers un certain nombre de sujets que je porte, notamment autour des affaires sociales. Bien sûr. Dites-nous alors comment vous avez vécu cette victoire de votre candidate à l'issue du congrès des Républicains il y a 8 jours maintenant. Disons que c'est d'abord une campagne qui a été longue. Donc depuis cet été, on a eu l'occasion avec Valérie Pécresse de sillonner les fédérations dans chaque pratiquement département de France. Beaucoup de suspense, beaucoup d'alliances, de retournements. Et puis, à un moment donné, ce dénouement, on était plutôt confiants durant la campagne. On avait bien le sentiment que le message de Valérie Pécresse passait auprès des militants. Mais c'est vrai que comme c'est une élection particulière, on avait souhaité, nous, un congrès ouvert. Finalement, c'était un congrès fermé. Donc, beaucoup d'interrogations. Et donc, à partir de là, au fur et à mesure qu'on s'est rapproché de l'échéance, on sentait que les choses se passaient plutôt bien. Et donc le résultat était là avec une deuxième place. Mais en tous les cas, une volonté d'être présent pour ce second tour. Et il a fallu, on le voit dans tous les candidats, il a fallu faire venir de nouveaux adhérents avant que... Oui, ça c'est là. Alors, faire venir de nouveaux adhérents, mais au-delà de cela, il y a déjà eu un engouement naturel. Moi, je l'ai vu dans les Deux-Sèvres. Naturellement, on a eu beaucoup de militants qui étaient partis, voire même de nouveaux visages, qui ont souhaité participer à la prière, qui ont redonné finalement de la confiance à travers la voix de notre parti politique, DLR, et qu'on souhaitait adhérer. Donc on sent bien que c'est pas simplement le fait de faire adhérer ses copains, c'est aussi à un moment donné un engouement et qui se traduit aujourd'hui réellement sur le terrain, quoi. Enfin, c'est plus facile d'avoir plus de nouveaux adhérents quand on est président de l'Île-de-France que quand on est élu en Savoie. Bien sûr, mais par contre, quand vous voyez que la répartition l'augmentation des adhérents a été à peu près proportionnelle dans toute la France, même s'il y a quelques fédérations, donc on voit bien qu'il y a un effet sur l'ensemble du territoire. Avec près de 61% des suffrages, la victoire donc est nette et sans bavure, ça on peut le dire. Et pour autant, Éric Ciotti, arrivé donc second, a dès le lendemain envoyé des piques en déclarant que Valérie Pécresse n'avait pas lancé le bon message et en demandant à ce qu'elle reprenne à son compte les idées d'Éric Ciotti, par exemple le Guantanamo à la française, la double peine ou encore la baisse massive de l'impôt sur le revenu. Ça part plutôt mal quand même. Alors ça, c'est les soubresauts du lendemain. Je crois qu'à un moment donné, lorsque tout le monde pense gagner, il y a quelques déceptions. Voilà, très rapidement, dès le lundi dernier, Valérie Pécresse était aux côtés d'Éric Ciotti. Les choses se sont calées. Voilà, chacun veut exister, c'est normal. Chacun les sourires étaient figés, un peu coincés, crispés à Nice. Non, au repas fameux. Oui, moi j'ai eu quelques retours. Non, ça s'est plutôt bien passé. Et puis surtout, très concrètement, l'idée, c'est qu'on sait que pour gagner, il faut qu'on réunisse tout le monde. Alors, c'est pas le programme d'un autre. C'est de finalement regarder parmi les mesures portées par les uns les autres, quel est le meilleur dénominateur commun. Voilà, donc je crois que les choses se sont éclaircies et aujourd'hui, il n'y a aucune ambiguïté. Pour autant, on voit bien ce que veut faire Éric Ciotti, Philippe Mouillet, et ses partisans, bien sûr, c'est de peser pour que la candidate des Républicains soit finalement plus à droite que prévu. Est-ce que vous aussi, vous le souhaitez ? Alors, moi, je pense que c'est important de reprendre un certain nombre d'idées parce que la campagne se gagnera par la droite. Mais en même temps, on voit bien qu'il faut avoir une capacité de globaliser, avoir un spectre relativement important. Moi, je suis un centriste, j'arrive de cette famille politique. Valérie Pécresse rencontre tous les acteurs de l'UDI en ce moment. Donc, on voit bien que l'idée, c'est vraiment de généraliser, globaliser. Et donc, il faut avoir des sujets qui évitent qu'une partie de l'électorat de droite s'en aille au détriment de l'autre. Voilà. Donc clairement aujourd'hui, on voit bien que le message qui est porté par les Français est beaucoup plus à droite que ce qu'on a connu il y a 5 ans. Vous dites que la France c'est droitisé. Oui, globalement, on voit bien... C'est la France ou c'est les médias, ou enfin en tout cas ce qu'on entend dans les médias où on entend plus de choses
qu'il y a quelques années sur des thèmes très à droite. Moi, je pense que c'est la France au regard de ce que vivent les habitants. Mais en même temps, c'est amplifié par les médias. Les médias en font des sujets importants. Mais on a bien une évolution parce qu'il y avait des sujets qui étaient des sujets de préoccupation il y a 5 ans, qui deviennent des sujets prioritaires. On a un certain nombre de sondages où on voit quels sont les sujets qui sont mis en devant concernant les préoccupations des Français. Et à travers tout ça, la droite a les réponses au regard de ces préoccupations. Donc on a une évolution. Voilà. Donc pour revenir au sujet d'Éric Ciotti, je crois que la campagne se gagnera avec lui. Mais en même temps, c'est le programme de Valérie Pécresse qui est porté aujourd'hui, qui doit avoir rassemblé le plus largement possible. Donc il y aura du en même temps. Il y aura du... oui, peut-être en même temps, si vous voulez. Très concrètement, comment vous comptez faire pour éviter ce piège du très à droite? Effectivement, vous l'avez dit, pour plaire une partie des électeurs, mais pas trop pour ne pas effrayer une majorité d'électeurs, une majorité, cette fois-ci, d'électeurs, majorité nécessaire pour gagner une élection présidentielle. Alors, connaissant Valérie Pécresse, pour moi, la meilleure façon de faire, c'est de rester soi-même. Lorsque vous avez travaillé votre projet présidentiel, lorsque vous avez arpenté le territoire, lorsque vous avez écrit le sujet que vous voulez porter, il faut avoir cette capacité de garder son âme, garder cette ligne, tout en amenant quelques éléments complémentaires qui peuvent venir de tel ou tel programme. Mais je crois qu'aujourd'hui, elle a montré la ligne politique sur laquelle elle était, qui est quand même une ligne politique de droite. Et il faut garder son âme. Je crois que c'est la meilleure façon de faire. Ça a plu globalement à un certain nombre de nos militants. On voit sur le terrain, ça correspond aussi à une attente forte. Je crois que c'est avant tout ça, garder son cap en écoutant l'ensemble des acteurs. Alors, il n'y a pas qu'Éric Ciotti sur la droite de Valérie Pécresse. Il y a aussi, elle doit convaincre des déçus, des Républicains qui, eux, sont partis soit chez Éric Zemmour, soit chez Marine Le Pen, afin qu'ils retournent comme elle l'a fait dans le bercail des Républicains. Comment faire ? Je crois que c'est le même principe général. C'est-à-dire que soit vous êtes dans une démarche où vous perdez votre âme, ça veut dire que vous apportez des réponses qui correspondent avant tout à ce que les gens veulent entendre, et il est impossible de faire le lien général, soit vous avez un cap, vous donnez la confiance sur la capacité à faire. Donc ça veut dire que quand même le Guantanamo à la française dont rêvait Éric Ciotti, Valérie Pécresse a dit le jour même de son élection, le lendemain, c'est non, ça reste non. Ça reste non, bien sûr. Voilà. Donc là-dessus, il y a quand même des choses sur lesquelles... il n'y aura pas de négociation. Non, il y a des choses sur lesquelles il y aura des négociations. De nouveau, l'idée, c'est pas de prendre le programme d'un candidat et de le transposer. L'idée, c'est de voir parmi les propositions lesquelles peuvent évoluer. Le sujet concernant notamment la fiscalité est un vrai sujet sur lequel, on va peut-être voir si on peut aller un peu plus loin dans nos démarches. Voilà. Donc, on a des points de convergence, mais l'idée, c'est de garder son projet principal. Je crois que c'est ce qui est essentiel. On parlait d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Un mot sur le premier meeting d'Éric Zemmour qui a donné lieu à des scènes de violence. On peut que regretter, à la fois, je pense que c'est une atteinte à la démocratie, scènes de violence qui sont inacceptables. Donc je crois qu'il faut sécuriser, il faut avoir cette... Soit Éric Zemmour est un vrai candidat démocrate et on accepte qu'il puisse organiser un certain nombre d'événements de manifestations, et en même temps, on ne peut pas tolérer qu'il y ait des actes de violence autour d'un acte politique. Vous pensez qu'Éric Zemmour est un candidat démocrate ? En tout cas, aujourd'hui, il est classé comme ça parce qu'il est, en tous les cas, une capacité de pouvoir se présenter ses idées. Sur le fond, je pense qu'on s'éloigne. Je pense réellement, pour nous, aujourd'hui, la droite démocratique, les droites démocratiques et républicaines, elle est portée avant tout par Valérie Pécresse. Gérard Larcher, président du Sénat, a parlé de provocation concernant les militants du SOS Racisme qui étaient au meeting de Zemmour. Écrire non au racisme, aujourd'hui, c'est une provocation en France ? Non, c'est pas une provocation. Mais le contexte dans lequel ça a été fait, c'est-à-dire que les militants savaient très bien qu'en allant dans cette place pour porter ces messages-là, il y avait un risque de difficulté. Et en même temps, ça n'excuse pas du tout les actes de violence. Voilà. Je crois que c'est ça l'idée. Mais je crois que tout le monde peut porter ses valeurs, tout le monde peut porter ce message. Le tout, il y a un contexte et on connaît bien. On voit bien aujourd'hui la traduction. Voilà. Donc il y a une responsabilité partagée, mais dans tous les cas, la violence est intolérable. Pour vous, une dernière question sur Éric Zemmour, ça fera pchit, parce que certains l'ont dit très rapidement, ça ferait pchit à un moment donné, c'est un polémiste et qui se voit trop grand par rapport à ce qu'il est. Est-ce que pour vous, vous craignez malgré tout quand même que ça vous prenne beaucoup d'électeurs au premier tour ? Alors, ça peut prendre des électeurs chez nous, chez Marine Le Pen. Aujourd'hui, moi, je pense que dans la durée, les vraies difficultés vont arriver pour lui. Parce qu'il va falloir qu'il fasse des propositions. C'est assez facile de faire l'état des lieux, de parler des difficultés, de parler des peurs, des craintes des Français. Mais à un moment donné, il faut porter des solutions, et des solutions qui semblent crédibles. Et là, je pense que les difficultés vont arriver pour lui. Alors Valérie Pécresse sur sa gauche maintenant, bien Emmanuel Macron a récupéré là aussi beaucoup d'autres déçus des Républicains ces dernières années qui, comme Valérie Pécresse en juin 2019, ont quitté le parti. Là encore, comment séduire du coup cet électorat centriste, européen et libéral ?
Je crois que de nouveau, c'est la même ligne. C'est-à-dire que c'est pourtant pas la même. Enfin, non, mais c'est la même façon de faire, pardon. C'est la même façon de faire. Lors de la préparation de ces primaires, on a eu un temps de travail avec justement les centristes, avec l'UDI, avec les équipes de Lagarde, avec les équipes de Morin, pour voir un petit peu quels étaient les points de travail et les points en commun. Et donc sur le projet économique, sur le projet social, même sur le projet d'organisation du territoire, on voit bien aujourd'hui qu'on a pas mal de sujets qui sont portés, y compris dans les valeurs centristes. Sur le projet européen, c'est la même chose. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a une vraie capacité de mobiliser, y compris cet électorat, qui se retrouve aujourd'hui concrètement. On a vu que Hervé Morin a apporté son soutien à la candidature de Valérie Pécresse. Il se retrouve aujourd'hui dans le projet. Forcément, on va finir de travailler. Il y a encore 1 ou 2 mois de précision pour qu'on arrive justement à englober, plus largement toutes les propositions, sans pour ça, poser de difficultés. C'est ce travail de synthèse qui est maintenant à l'œuvre, mais c'est le travail nécessaire pour porter un projet d'envergure, puis un projet qui soit réaliste pour la France. On va bien sûr en parler très concrètement de ce projet dans quelques minutes. On est loin quand même du diagnostic de la fracture sociale chère à Jacques Chirac en 1995. On a l'impression qu'on est plus dans une fracture identitaire aujourd'hui. Alors que socialement, ça va pas non plus terriblement. Non. Mais on a l'impression que tout ça, ça a plus d'importance. Tout ça, je crois que c'était des slogans de campagne électorale. Moi, je crois que malheureusement, aujourd'hui, la France est fracturée au sens général. Il y a un problème de fracture sociale, il y a un problème de fracture entre les zones urbaines et les zones rurales, il y a une fracture identitaire. On voit bien qu'aujourd'hui, la France souffre parce qu'elle est fractionnée dans son ensemble. Donc tout l'intérêt, c'est de porter un projet qui arrive justement à remettre des valeurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le projet social du programme de Valérie Pécresse. Clairement, les sujets autour de la pauvreté, autour de la santé, autour du vieillissement sont des sujets qui sont portés dans le projet parce que c'est aussi important. Peut-être qu'on a beaucoup communiqué, on était dans les primaires de la droite, on a beaucoup parlé d'immigration, on a beaucoup parlé, de sécurité. Ce sont des sujets essentiels, ça crée aussi la fracture. Que de ça, d'ailleurs. Ça fait partie aussi de la fracture, mais je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, la France est fracturée dans tous les sens. Est-ce que la crise du Covid a amplifié les peurs ? Bien sûr, elle a amplifié les peurs et amplifié les dysfonctionnements. Si je prends l'exemple de la santé, on voit bien que notre système de santé était déjà malade. L'hôpital était déjà malade. Le Covid a amplifié les difficultés et a finalement montré les fractures et la nécessité justement d'apporter des solutions rapides. Et c'est vrai dans tous les domaines. En matière de sécurité, c'est vrai. En matière de comportement, on voit bien une forme d'agressivité, une forme d'inquiétude auprès de nos concitoyens. Le Covid a eu un effet direct sur le comportement de nos concitoyens et donc, à travers tout ça, les choix politiques qu'ils se faire. Juste avant de parler du programme de Valérie Pécresse, quand Nicolas Sarkozy se montre très souvent, très amical avec Emmanuel Macron, ça vous ennuie, ça vous gêne ? De la façon dont c'est fait, ne se pose pas de difficulté, puisque c'est avant tout un dialogue entre le président de la République. Clairement aussi, aujourd'hui, il s'est clairement impliqué autour du résultat de Valérie Pécresse. On va travailler aussi avec ses équipes. Il aurait dit qu'il n'a pas voté pour les primaires. Elle dit que oui, mais lui dit que non. Bon, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la plupart des sarkozystes qui étaient autour de lui sont aujourd'hui dans l'équipe de Valérie Pécresse. Donc le message est entendu. Alors, on va parler donc du programme de Valérie Pécresse. D'abord, quand est-ce qu'il sera finalisé, ce programme ? Je pense que fin janvier, ce sera la bonne date. Fin janvier. Le programme économique de Valérie Pécresse a pour référence, dites si je me trompe, mais quand même une politique thatcheriste. Qui ne rajeunit personne. Conservatisme social, libéralisme économique, c'est comme cela qu'on peut finalement résumer la politique de votre candidate ? Je crois que ce sont des termes qu'il faut adapter à la période du XXIe siècle. Je crois que l'idée, c'était avant tout comment est-ce qu'on redonne réellement du pouvoir d'achat aux Français et réellement la capacité de serrer des recettes. On se rappelle Nicolas Sarkozy, le pouvoir d'achat, je serai le président du pouvoir d'achat. On est en plein dedans. C'est un sujet qui reste complètement d'actualité. Et en même temps, comment recréer de la richesse pour redonner à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a une capacité de faire en sorte de globalement faire des économies côté État pour pouvoir redistribuer à la fois en matière de pouvoir d'achat et en matière de qualité de services sociaux. C'est ça le sujet. On va en parler juste après un reportage. On sait que donc se pose la question à Valérie Pécresse de savoir ce qu'elle ferait en premier lieu en cas de victoire à la présidentielle, ce serait d'augmenter par exemple de 10% les salaires nets des Français gagnant moins de 3 000 euros nets. Comment veut-elle faire ? Est-ce que ce sera possible ? Et quelles sont les contreparties pour le savoir ? Je vous propose de voir tout cela en détail, on en parle juste après. Devant les entreprises, les revendications se multiplient. Le pouvoir d'achat au cœur des revendications des Français. Pour y répondre, Valérie Pécresse a une idée: augmenter les plus bas salaires de 10%, une mesure que nous allons passer au banc d'essai. Qui d'abord serait concerné ? Pour la candidate LR à la présidentielle, seuls les salaires inférieurs à 3 000 euros nets par mois bénéficieraient de cette hausse, soit
12 millions de salariés. Le mécanisme, supprimer les cotisations vieillesse qui représentent près de 7% des salaires. Vous savez que le financement de notre protection sociale est essentiellement assis sur le travail. C'est évidemment très lourd pour tous les salariés qui ont une grosse différence entre leur salaire brut et leur salaire net. Je veux qu'on vive de son travail et non plus des chèques de l'État pour payer l'essence. Comment financer ces baisses de cotisations ? Pour Valérie Pécresse, c'est l'État qui prendra en charge ce manque à gagner, soit 20 milliards d'euros. Et pour ne pas aggraver les déficits, elle promet de faire des économies dans le budget de l'État. Problème, certains économistes n'y croient pas. C'est extrêmement difficile de faire des économies importantes sur les dépenses publiques. La marge de manœuvre est extrêmement limitée. D'ailleurs, Macron n'a pas réussi à faire baisser le nombre de fonctionnaires. La candidate voudrait aussi que les entreprises prennent en charge environ 3% de ces hausses de salaire, mais avec des contreparties. Baisse des impôts de production et plus de flexibilité sur le temps de travail. Mais pas sûr que le patronat joue le jeu. Il y a des négociations qui vont s'entamer au début de l'année 2022. Si on doit rajouter de l'augmentation à l'augmentation, l'équation pour l'entreprise, c'est est-ce que tout cela va me permettre, en plus des augmentations des matières premières, d'équilibrer recettes et dépenses. Donc il risque parfois d'y avoir des endroits où ça va être compliqué. Si elle est élue présidente, Valérie Pécresse prévoit d'augmenter les salaires graduellement sur le quinquennat. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Philippe Mouillet, sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres et soutien de Valérie Pécresse. On le voit augmenter les salaires en diminuant les cotisations sociales. C'est loin d'être aussi évident que le dit la candidate. Alors, il faut le traiter dans sa globalité. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'augmenter de 10% sur le quinquennat, donc jusqu'à 2,2 fois le SMIC, et en parallèle le financer avec des diminutions, avec des économies sur le fonctionnement de l'État. On a un certain nombre de pistes de travail très concrètes. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui en France, on recense à peu près 1500 agences qui sont liées à l'État, qui font globalement des doublons avec les différents ministères. On va prendre le temps, on a commencé à regarder quelles sont les agences que nous allons pouvoir éviter, conserver. Mais ça existe déjà, ça, toutes celles qui ont moins de 100 personnes qui travaillent doivent déjà disparaître. Oui, enfin, pour l'instant concrètement, elles sont toujours là en grande partie. Et vous avez des agences pour lesquelles on a des redites avec le fonctionnement des ministères. C'est le débat des compétences. Quand vous avez une compétence qui est exercée à la fois par l'État, à la fois par la région, à la fois par les départements, les intercos, il y a un vrai sujet sur les économies à trouver. Vous avez comme ça une liste d'énumération qui aujourd'hui pour nous sont l'ordre de plutôt 80 milliards d'euros. Voilà, donc on a des possibilités, ça va se faire graduellement, et simplement il faut oser le faire. Tout à l'heure, il y a une remarque dans le reportage qui évoquait en disant Emmanuel Macron ne l'a pas fait. Oui, Emmanuel Macron n'a pas pris ce chantier en parce qu'il ne le souhaitait pas. Donc aujourd'hui, concrètement, on a fléché dans notre programme politique les pistes de travail sur lesquelles nous souhaitons faire des économies. Et l'idée, c'est de pouvoir redonner un certain nombre d'éléments pour compenser la sécurité sociale par rapport à ces cotisations. Mais le pouvoir d'achat, c'est pas que ça. C'est aussi la capacité d'augmenter le temps de travail avec une démarche qui sera faite entreprise par entreprise pour donner la possibilité pour un certain nombre de dirigeants de faire travailler plus ses salariés et donc quelque part une meilleure rémunération. La fin des 35 heures, c'est ce qu'a dit Valérie Pécresse. Alors, en sachant que ce n'est pas une généralisation, c'est vraiment secteur par secteur, avec un point important, parce qu'on voit bien que dans beaucoup d'endroits, nos entreprises manquent aujourd'hui de main-d'œuvre, ont du mal à recruter, et une des réponses, c'est justement de pouvoir augmenter le temps de travail au regard de tout ça. Voilà, donc c'est un travail qui va se faire dans la dentelle, mais ça, c'est aussi une autre réponse à travers le pouvoir d'achat. Et vous avez un troisième élément, qui est toute la capacité aussi à libéraliser un peu notre vie, notre fonctionnement. Aujourd'hui, on sait qu'on croule partout sur les procédures administratives, dans tous les domaines. Je crois qu'il n'y a pas de domaine qui n'est pas concerné. Et à chaque fois, c'est de l'argent, des personnes mobilisées. Et donc là-dessus, on doit pouvoir aussi très largement pouvoir travailler là-dessus. On va en parler, mais en voulant réduire la différence entre le salaire brut et le salaire net, on touche quand même au salaire. Ça reste du salaire. Les cotisations sociales font partie du salaire et c'est grâce à elles qu'on a par exemple la gratuité des soins ou encore une retraite. D'où la compensation. Est-ce que le modèle de Valérie Pécresse, c'est le modèle américain ? Non. Où il faut s'endetter pour pouvoir soigner un cancer. Non, pas du tout. Parce que notre modèle, c'est pas justement, c'est un point important. Notre modèle, c'est justement de conserver la sécurité sociale qu'on a créée en 1945. Et pas ce qu'est en train de faire le gouvernement qui réfléchit à la création d'une grande sécu. Donc on est bien là dans le sujet qui est évoqué, sur le fait qu'il y aura des recettes de 20 milliards en moins pour la sécurité sociale de par la diminution des charges, mais compensées, parce qu'on fait l'application de la loi Veil, compensées par le budget de l'État, d'où l'intérêt de faire des économies. Donc c'est plutôt un renforcement
On est plutôt dans un renforcement plutôt du rôle de la fonctionnement de la sécurité sociale, parce que les sujets ne sont pas traités, la cinquième branche, enfin, on pourrait les énumérer. Alors. Et donc on est plutôt là dans une idée où on est très loin du système américain. Donc on l'a compris, 20 milliards d'euros à trouver. Valérie Pécresse veut donc supprimer 200 000 postes dans l'administration et en créer 50 000 C'est ça. dans le domaine de la justice, de l'éducation et de la santé. Ça veut dire qu'il y a des bons fonctionnaires et des mauvais fonctionnaires. Ah non, pas du tout. Globalement, les Vous comprenez que ça fonctionnaires... puisse être vu comme ça par rapport à ceux qui sont dans les administrations qui Non, vont se dire bah là les postes vont... Parce que vous le résumez de cette façon-là. Aujourd'hui, clairement, et les fonctionnaires le savent bien, moi je les pratique au quotidien, c'est plutôt la nature de la mission qui est importante. Les gens font leur travail, il n'y a pas de difficulté. Mais il y a certaines missions qui sont pour nous essentielles, pendant que d'autres, aujourd'hui, le sont beaucoup moins. Vous avez des services de l'État aujourd'hui qui, de nouveau, autour de la gestion des normes, autour des difficultés qu'on peut avoir, vous avez un certain nombre de services aujourd'hui que l'on doit pouvoir supprimer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là ? Il faut pouvoir, à un moment donné, faire en sorte d'orienter les missions. Donc, on est bien sur la nature des missions, et ce n'est pas un débat de se dire il y a un bon et un mauvais fonctionnaire. On a besoin de fonctionnaires en France, c'est un point essentiel. Sauf que le message, il n'est pas comme ça. On entend 200 000 suppressions de postes. Et quand l'hôpital public manque de soignants, quand l'éducation nationale manque d'enseignants et que la justice manque de personnel, justement dire qu'on va supprimer 200 000 postes dans la fonction publique, est-ce que c'est le bon message envoyé à ces piliers de la République ? Juste avant, vous venez de dire qu'en parallèle des 50 000. on crée 50 000 postes. Donc le bon message, c'est plutôt ça les fait 50 000 postes. Il y a quand même 150 000 en moins. Oui, mais c'est aujourd'hui, soit, il faut être cohérent, Non, soit vous évoquez la capacité aujourd'hui de diminuer le train de vie de l'État à un certain nombre de missions, et en parallèle, vous savez qu'il y a des missions pour lesquelles on manque de moyens. La justice, la sécurité, la santé sont des éléments essentiels. Ça veut dire que, par exemple, que vous êtes favorable à ce qui existe depuis quelque temps, des sociétés privées qui verbalisent les gens qui vont trop vite sur la route. Alors ça, non, globalement, moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable. Ce n'est pas un sujet qu'on a mis sur la table. Mais je vais vous donner un exemple. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des agences qui existent, l'agence du livre. Voilà, il existe l'agence du livre, c'est une agence certainement très importante, pendant que le ministère de la Culture s'occupe du livre. Voilà, on peut se poser la question. Je prends un autre exemple. Du Marais Poitevin aussi, par exemple. Comment ? Il y a une agence du Marais Poitevin. Ah, mais là, elle est seule. Elle a besoin justement de porter le Marais Poitevin. Ce que je veux dire, c'est le cumul, c'est à la fois la nature de la mission, quelle est la pertinence de la nature de la mission, et puis un autre exemple. Donc il y aura une liste de... Bien sûr, un autre exemple, dans le domaine de la santé. Depuis 15 ans, là, à chaque fois qu'on réforme l'hôpital, on a fermé des lits pour ouvrir des bureaux. On a fermé des lits pour ouvrir du bureau. C'est-à-dire qu'on a enlevé du personnel soignant pour mettre du personnel administratif parce qu'on a considéré qu'il fallait en permanence contrôler et recontrôler et vérifier qu'on tenait les tableaux de bord. Ça, c'est un élément de réforme. Donc à partir de là, on va moins de personnel à l'administration et plus de soignants. Voilà. Et donc, dans chaque ministère, on voit bien, tous les Français aujourd'hui, au quotidien, lorsqu'ils déposent un permis de construire, lorsqu'ils remplissent leurs documents pour le transport scolaire, lorsqu'ils vont à l'hôpital, voient bien aujourd'hui la lourdeur administrative de notre pays. C'est un boulet que nous sommes créés. Il faut prendre ce sujet-là et à travers ça, c'est aussi une recherche d'économie. Valérie Pécresse estime que la privatisation du service public audiovisuel n'est pas un tabou. Est-ce que seule la logique de profit peut être de la bonne télévision, peut faire de la bonne télévision ? Non, c'est pas forcément la logique de profit, c'est la logique de quelle mission est-ce qu'on fixe à la fois dans la définition du service public d'audiovisuel au regard des services qui sont apportés par deux structures. Je crois que, de nouveau, rentrer uniquement par l'angle financier, c'est pas ça. C'est d'abord quelle est la mission est-ce que l'on fixe et à partir de là, on en tire des enseignements et des conclusions. Voilà, ça fait partie de tous les rapports. Les rapports qu'on a pu avoir au Sénat sur ce sujet-là sont sur la table également. Donc, c'est plutôt la réécriture. Et ce terme-là, finalement, on va l'utiliser un peu partout dans tous les services publics. C'est la réécriture des missions et se poser la question aujourd'hui, quelle est la meilleure efficience pour pouvoir le porter. L'allongement du départ légal à la retraite à 65 ans fait partie des priorités de Valérie Pécresse. En même temps, l'espérance de vie en bonne santé diminue, même l'espérance de vie tout court d'ailleurs. L'idée, c'est quoi ? C'est de travailler toute sa vie, en fait ? Non. Non, on y va. On a l'impression qu'on y va. Vous avez une façon de porter la question. Non, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, on a une vraie capacité à faire comme les autres pays européens, c'est d'augmenter la durée de temps de travail. Mais ça veut dire aussi qu'on va prendre en considération la pénibilité, parce que quand on est dehors toute la journée, artisan, on peut avoir un moment de pénibilité, c'est pas la même chose que dans un bureau. Enfin, on va regarder métier par métier, non, cette fois non pas entreprise par entreprise qu'on le compte pénibilité, de façon à prendre en considération la pénibilité, de prendre en considération les accidents de vie, de prendre en considération les grossesses. Enfin, on a un certain nombre d'éléments qui font qu'à un moment donné, il y aura un travail qui sera fait. On regarde, français par français, on regarde de votre parcours de vie. On va quand même travailler davantage. Mais on va travailler davantage. Et surtout, pourquoi faire ? Parce que le vrai sujet, c'est pourquoi faire ? C'est juste dit pour ça. C'est déjà pour garantir les retraites. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul quinquennat qui n'a fait aucune réforme de retraite
depuis la mise en place du gouvernement. Et on sait que dans 2 ans, on n'est plus capable de financer. Et donc, à un moment donné, on a la nécessité. C'est une équation. Soit à un moment donné, vous voulez garantir la retraite, soit à un moment donné, vous laissez faire le système avec tout ce qu'il peut y avoir en matière d'incidence. Il nous reste à peine 2 minutes d'émission. Philippe Mouillet, pour la première fois, la droite française présente une femme à la fonction suprême. Ça représente quoi pour vous ? Je crois que c'est D'abord, on est très fiers de savoir que le parti créé par le général de Gaulle aujourd'hui, finalement, a une vraie capacité à avoir une femme qui représente ses couleurs. Je dirais plutôt parti issu de la famille gaulliste, mais créé par Jacques Chirac. Et on est aussi, aujourd'hui, je pense que c'est le bon profil face à Emmanuel Macron, parce que c'est un élément de modernité, parce qu'on est sur une jeune femme qui a à la fois des convictions, qui a de l'expérience, qui a fait et qui fait. C'est-à-dire un certain nombre d'idées ont été testées notamment en région. Et donc aujourd'hui, on a plutôt un certain optimisme par rapport aux élections. Ça s'était mal passé en 2007 entre Ségolène Royal et les caciques du Parti Socialiste. Ces derniers avaient été accusés de ne pas l'avoir soutenue. Est-ce qu'une telle chose est possible chez vous d'ici la présidentielle ? Moi, je crois que pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a plutôt une mobilisation derrière elle. D'ailleurs, même Ségolène Royal a salué le fait que Valérie Pécresse était soutenue par les hommes de sa famille politique. Je crois qu'il y a ça va durer, Xavier Bertrand, ça, dans l'équipe de campagne ? Bien sûr. Il y a une vraie volonté aujourd'hui de changement. Je crois qu'on a retrouvé une droite républicaine. Et aujourd'hui, ça crée un engouement fort. Moi, je le vois sur le terrain. J'étais pendant 2 jours dans les Deux-Sèvres, un certain nombre d'événements, manifestations. On sent aujourd'hui qu'enfin on retrouve une droite qui a ses capacités de porter haut ses valeurs et avec une candidate qui est assez emblématique pour nous. En 30 secondes, plusieurs voix à gauche se sont prononcées cette semaine pour une union des gauches, que ce soit Arnaud Montebourg ou Anne Hidalgo. Est-ce qu'une gauche très faible est une bénédiction pour vous ? Alors, à la fois, forcément, sur le plan électoral, on pourrait voir l'intérêt. Je pense que, surtout, on a besoin, dans nos débats démocratiques, qu'un certain nombre de sensibilités puissent s'exprimer. Voilà, donc... Forcément, on souhaite, nous, le meilleur score pour notre candidate, mais on souhaite également que l'ensemble des acteurs de la vie politique française puissent s'exprimer. Et on n'est pas forcément dans un débat unique. Merci. En marche, Front National. C'est la fin de cette émission. Merci Philippe Mouillet d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet ena.france3.fr et de vous diriger dans l'onglet émission. Prochaine émission le dimanche 9 janvier 2022. D'ici là, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Pour leur place au journal régional de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous.